Vu qu'on exploite le mécanisme interne dont la manière de fonctionne LiveWire, cette vulnérabilité ne sera jamais patch. Imagine, on est le 3 décembre 2025, tu es développeur, tu prépares tranquillement tes mises à jour avant les fêtes, et là, d'un coup, ton téléphone vibre. Une fois, 2 fois, 10 fois, tu ouvres X et tu comprends que c'est la fin du monde. Ce n'est pas une fuite de mots de passe, ce n'est pas un stagiaire qui a supprimé la base de prod, c'est encore pire. Les fondations même d'Internet viennent de lâcher. React, la librairie que tout le monde utilise, trouée. MongoDB, la base de données de la moitié du web, une vraie passoire. LiveWire, le chouchou des devs Laravel, complètement explosé. Pendant quelques semaines, n'importe qui, et je dis bien n'importe qui, pouvait prendre le contrôle de serveurs bancaires, de sites e-commerce ou d'hôpitaux sans avoir le moindre mot de passe, juste en envoyant une petite requête au serveur. Et aujourd'hui, on ne va pas juste regarder les dégâts, on va ouvrir le capot, je vais vous montrer exactement comment ces failles fonctionnent, et surtout j'ai une petite surprise, les Français de chez Synactive, et bien justement ils sont là, et on fera un petit point avec eux pour savoir comment ils ont découvert la vulnérabilité et en quoi elle consiste. Allez, c'est parti, on plonge dans le code. On attaque directement avec le gros morceau, React. Si vous avez déjà touché un clavier durant ces 5 dernières années, vous savez que React, franchement, c'est le roi. Et en 2025, avec la version 19, ils nous ont vendu une révolution, les serveurs components. Alors l'idée est géniale, le serveur fait le gros du travail, il envoie juste le résultat au navigateur, c'est rapide, c'est fluide, mais pour que ça marche, le serveur et votre navigateur doivent forcément discuter. Et justement, ils discutent dans une langue assez spéciale, le protocole Flight. Alors imaginez un petit peu que le serveur envoie des colis, on appelle ça donc des chunks. Certains colis vont contenir du texte, d'autres du HTML, et enfin il y a des colis spéciaux. Alors ces différents colis, ils vont avoir plusieurs étiquettes. Si on a un colis qui a une étiquette $@, alors c'est une référence. Ça veut dire, hey, regarde le colis d'avant. Si l'étiquette est $f, alors c'est une fonction. Jusque là, en vrai tout va bien, puisque c'est comme ça que React reconstruit votre page, tout simplement. Le problème ici, c'est que en gros React est un peu trop confiant. Il pratique ce qu'on appelle le duck typing. En gros, si ça marche comme un canard et que ça fait coin-coin, React se dit absolument, c'est forcément un canard. Ça veut dire que les chercheurs ont réalisé qu'ils pouvaient envoyer un colis qui ressemble à un canard, mais qui est en fait un tank. Et donc de ces deux primitives va résulter la faille React to Shell. C'est vraiment un chef-d'œuvre de vice et ça se joue en 4 coups comme aux échecs. Premier coup, on va revenir sur la partie de chunk d'envoi des colis. L'attaquant va envoyer une boucle infinie. En gros, il dit que le colis 1 est une référence au colis 0 et le colis 0 est une référence au colis 1. Ce qui veut dire que ça force React à tourner en rond et sans faire exprès à exposer ses entrailles. Donc une fois qu'on l'a mis dans une espèce de boucle infinie, on va le piéger. Dans le moteur React, il y a une petite fonction interne qui s'appelle _form_data. Elle sert normalement, comme son nom l'indique, à lire les formulaires. L'attaquant va dire au serveur, hey, tu vois ce truc là-bas? C'est un formulaire. Sauf que vous l'aurez imaginé, ce n'est absolument pas un formulaire. L'attaquant a remplacé la définition du formulaire par le constructeur de fonctions JavaScript. C'est le principe de duck typing qu'on a abordé juste avant. React pense que c'est en fait tout à fait le form data initial, sauf que c'est pas le cas. C'est un petit peu comme si vous alliez au restaurant et que vous remplaciez le carnet de commande du serveur par un détonateur. Ici, React ne se rend compte de rien, pour lui c'est un carnet de commande tout à fait normal. Troisième coup, l'amorçage. Ici, le serveur qui est assez naïf, on l'a vu, pense toujours qu'il manipule un formulaire. Il essaie d'appeler la méthode get pour lire une valeur, mais si on se rappelle de l'étape 2, le carnet de commande initial, c'est devenu un détonateur. Donc quand il appelle get, il va en fait tout simplement déclencher en réalité la création d'une nouvelle fonction. Et là, c'est juste échec et mat, puisque l'attaquant envoie un dernier morceau de données, donc un blob binaire $B, React essaie de le lire et exécute le code caché qu'il y a dedans. Par exemple, ici require childprocess.exec. Et boum, on n'a jamais eu à rentrer de mot de passe, on n'a jamais été admin sur le serveur, etc. On est juste un visiteur anonyme et pourtant on a maintenant le contrôle total de la machine. Et c'est à cause de cette vulnérabilité React to Shell qu'en quelques heures on a vu des milliers de serveurs se transformer en zombies minant de la crypto. C'était vraiment l'anarchie. Alors on est passé rapidement sur React to Shell. Encore une fois, si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y aura pas mal de liens en description pour voir un petit peu tout ça. Si React to Shell était un braquage de banque sophistiqué, MongoBleed, la vulnérabilité, on peut dire que c'est comme si quelqu'un avait oublié de fermer la porte des toilettes. C'est gênant,
c'est sale et on voit tout. Donc ici, vous l'aurez deviné, ça concerne la base MongoDB, donc une base NoSQL très populaire, si ce n'est la plus populaire. Et ici, le coupable, eh bien, c'est tout simplement une petite librairie de compression que vous connaissez sûrement, Zlib. Pour aller plus vite, ce qui est assez logique pour une base de données, MongoDB va compresser les données, donc à la manière d'un zip, peu importe. Ici, Zlib va faire ça. C'est assez normal. Et justement, quand on envoie un message compressé au serveur, on va lui dire deux choses. Premièrement, voici les données compressées. Donc voilà, tu lui files un blob de données compressées. Et ensuite, voici la taille de l'objet une fois que celui-ci sera déplié. On appelle ça uncompressed size. Et ici, vous l'aurez peut-être vu venir, l'astuce est vraiment absolument bête, mais l'attaquant va envoyer un message minuscule, disons par exemple 3 octets, donc ABC, mais il va mentir sur la taille. Il va dire au serveur, attention, une fois déplié, ce message fait 1 gigaoctet. Alors, normalement, dans le meilleur des mondes, il y a une erreur qui devrait être affichée, puisque c'est pas possible. Néanmoins, dans le cas de MongoBleed, le serveur, qui est une machine tout à fait obéissante, va réserver immédiatement 1 giga de mémoire vive, donc de RAM, pour accueillir ce prétendu message géant. Il va donc écrire ABC au tout début, jusque-là tout va bien, mais c'est là que le drame arrive. Il va pas nettoyer le reste, il va pas remettre de 0 dans le milliard de cases restantes pour aller jusqu'à 1 giga. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces cases? Et bah justement, dans ces cases, il y a le reste. Donc il y a les fantômes des opérations précédentes, la requête par exemple de votre collègue juste avant, le mot de passe de l'administrateur qu'il a utilisé pour se connecter, les données bancaires peut-être du client d'avant, tout est là, en vrac, dans la mémoire qu'on appelle heap. Et le pire, c'est qu'à cause du bug, MongoDB vous renvoie tout ce bloc de 1 giga. Donc en fait, le serveur vous vomit littéralement ses secrets parce que vous lui avez demandé d'allouer beaucoup plus d'espace que les données qui étaient vraiment compressées. On peut voir un petit peu ça comme l'équivalent numérique de fouiller les poubelles d'une entreprise. Sauf que ici, les poubelles vous sont livrées par recommandé directement chez vous. Wiz a estimé que 42% des bases de données MongoDB dans le cloud étaient vulnérables. Donc c'était vraiment une fuite de données mondiale, invisible, car pour le serveur, c'est juste une requête tout à fait normale. Bon, on a vu le front-end, on a vu la base de données, il nous manque le lien entre les deux, Livewire. Donc c'est le framework magique de l'écosystème Laravel, mais en vrai la magie ça a souvent un prix. J'ai avec moi les chercheurs de Synactive qui justement ont trouvé cette vulnérabilité, la faille CVE 2025-54068, donc une faille qui leur a rapporté pas moins de 17 000 $ en bug bounty. Bienvenue les gars, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, on est pentester à Synactive. Quand en mission on croise des trucs intéressants, on se les garde de côté pour faire de la recherche de vulnes derrière. Ma première question, elle est assez simple, c'est comment on se réveille un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais péter l'hydratation de Livewire ». Le sujet remonte d'il y a un peu plus longtemps que ça. À la base, j'ai fait pas mal de recherches sur tout ce qui touche à PHP et Laravel en règle générale. L'année d'avant, j'avais fait une recherche qui parlait secret utilisé pour chiffrer et gérer des données un peu sensibles de Laravel, qui est l'AppKey. De fil en aiguille, on a fini par travailler sur une mission sur laquelle on s'est dit tiens, c'est bizarre, Livewire envoie des requêtes et dedans il y a des objets qui passent un peu dedans. On s'est dit que ça avait l'air intéressant. Et encore plus tard, avec Pierre, on a recroisé un Livewire. Et là, on s'est dit non, mais il y a forcément un truc à creuser. Et on a passé 2 mois pour avoir une payload fonctionnelle. On s'est dit que ça valait vraiment le coup, sachant que c'est une des dépendances les plus utilisées au monde de Laravel. Je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet, dans Livewire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça permet de faire du dynamique sans écrire de JavaScript. Donc en gros, le serveur, tu vas le montrer juste après, envoie l'état du composant au navigateur, et c'est le navigateur par la suite qui le renvoie à chaque clic. On appelle ça l'hydratation. On va directement voir un petit peu à quoi ça ressemble. Que là, en gros, il y a un outil qui permet aussi d'automatiser. Puis on parle d'injecter donc des synthesizers. En gros, si on vulgarise un petit peu, c'est comme si on disait au serveur, ne construis pas un simple compteur de clics, reconstruit plutôt un objet PHP malveillant. Vous pouvez montrer un petit peu à quoi ressemble ce JSON qui est envoyé. Donc effectivement, comme tu l'as dit, en fait, c'est des objets JSON qui sont échangés entre le front-end et le back-end, mais au sein de ces objets-là, comme l'a dit Rémi, des noms de classe PHP. Donc là, typiquement, pour l'exemple, on a pris une application qui utilise Filament. Filament, c'est, je pense, le composant le plus utilisé pour faire de l'authentification, qu'elle soit admin ou user. Et eux, en l'occurrence, ils utilisent Livewire pour faire ça. Généralement, en PHP, quand on fait un formulaire d'authentification, on a l'habitude de voir que la page, elle se met à jour pour afficher le message d'erreur ou de succès en cas de login. Mais là, si on prend notre exemple sous Filament, on peut voir que si je rentre des credentials, ça s'est mis automatiquement à jour. Et il faut savoir qu'avec Rémi, pour l'exemple, on n'a écrit aucun JavaScript, on a juste vraiment déployé Filament. Et on voit que le message d'erreur est apparu. Du coup, si on regarde dans Burp ce qui se passe quand on fait une vraie requête d'authentification auprès de Filament, on peut voir qu'en fait, il y a bien une classe qui est échangée entre le front-end et le back-end, qui est app Livewire forms login form, avec du coup dans les updates, l'email et le mot de passe que l'utilisateur il a essayé de renseigner. Ce qui va se passer côté Livewire pour schématiser, c'est que cette classe-là va être instanciée. Et on va appeler la méthode qui est spécifiée dans calls, donc en l'occurrence la méthode login, à qui on va passer les 2 paramètres qu'on voit ici.
Et derrière ça permet de faire à la fois l'authentification, mais comme on peut le voir dans la réponse aussi, ça permet de dire au front-end, mets-toi à jour avec cet HTML que je t'envoie, et le message que je te renvoie, c'est These credentials do not match our records, donc autrement dit que le login a fait. Évidemment, on peut voir dans la snapshot ici qu'on a un champ checksum. Donc le checksum, c'est la sécurité en fait de LiveWire qui va empêcher un attaquant de modifier la classe qui est demandée à être instanciée. Puisque sinon, ce serait évidemment un gros trou de sécurité, puisqu'on pourrait instancier ce qu'on veut. Mais avec Rémi, du coup, on a trouvé un moyen de s'affranchir de ce checksum, et ça va notamment abuser le fait que PHP n'est pas strictement typé. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez déclarer des variables qui n'ont pas de type, et le type va être automatiquement guess par PHP en backend. Là, en l'occurrence, on peut voir par exemple dans Filament que form.email et form.password sont des strings, mais dans le code source de Filament, au niveau de leur handler LiveWire, en fait, form, ils ont oublié de dire que ça devait être une string ou une chose comme ça. L'objet mère form, en fait, il n'y a rien qui nous empêche de le cast en tant qu'array, et on va voir que ça fait une belle erreur 500, et où on nous dit qu'il manque des champs dans ce qu'on a spécifié, etc. Donc, form peut être un array par la requête, et on peut envoyer ce qu'on veut dedans derrière. Ok, donc là en fait, si on récapitule, on a une feature qui permet de faire du rendering via HTML où on te répond du HTML, et en plus de ça, on a dans l'input un PHP qui est un peu trop coulant avec les types, donc derrière on va pouvoir potentiellement en abuser, potentiellement voir RCE. Exactement. Donc là, le petit schéma que vient de mettre Pierre à l'écran, ça récapitule un peu le bug dans sa globalité. En fait, le problème qu'on a, c'est que lorsque LiveWire va instancier un objet, il va essayer de l'update, comme on a montré. En fait, il y a un problème de check qui est fait. C'est que si on prend l'objet parent, là par exemple, l'array parent, bien, il va être checké comme étant effectivement un array. Là, il va rien se passer. Mais par contre, dès qu'on commence à regarder des sous-éléments de sous-tableaux, là, il y a plus de check qui est fait. Et en fait, on va pouvoir passer des synthesizers de manière arbitraire. Le gadget qui va permettre de RCE à la fin peut passer dedans. En updatant un objet qui est faiblement typé de LiveWire, on peut lui passer notre payload malicieuse. Donc là, on passe l'array qui contient le gadget complet qui permet de RCE à la fin. Ok, aussi ce que j'ai lu, c'est que en fait, il y a aussi le mot preauth au niveau du blog post, et vous avez pas mal parlé de filament. Concrètement, en fait, ici, on a pu voir qu'on avait un admin panel exposé. Comment on peut directement popper un shell en bypassant un petit peu le checksum, etc. En fait, on peut envoyer la payload de synthesizer dans l'update. L'intérêt de l'envoyer dans l'update, c'est qu'on n'a pas besoin de recalculer le checksum, puisqu'en fait, le checksum ne se joue que sur la snapshot. Or, comme on a vu dans la requête ici, la snapshot, on ne va pas du tout y toucher, puisque nous, on va toucher aux fields qui sont dans update et non dans snapshot. Et donc, du coup, la checksum va rester identique, mais les synthesizers présents dans les updates vont être pris en compte par LiveWire et vont permettre d'obtenir une exécution de commande à distance. Donc typiquement, si on regarde avec l'outil LiveWire, on peut directement envoyer la payload sur le panel admin qui est exposé comme tu l'as dit. Si on fait ça, on observe qu'on a bien une exécution de commande qui s'exécute, on n'a pas du tout fourni autre chose à l'outil. Et si on regarde en fait ce qui a été envoyé, bon, au niveau de l'update, ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait de base, mais par contre, on voit qu'au niveau de la snapshot, le checksum n'a pas bougé puisque nous n'avons absolument pas touché à ces champs-là. Et comme l'a dit Rémi, en fait, on envoie dans un sous-array le synthesizer que nous, on veut instancier, donc comme tu l'as rappelé en début d'intervention, François, le synthesizer malveillant. Et avec la chaîne de gadgets qu'on a trouvée, on peut réussir à exécuter des commandes à distance. S'il y en a que ça intéresse pour mieux comprendre la chaîne de gadgets qu'on a développée, je vous invite à aller lire le blog post qui sera dispo dans la description, puisqu'on n'a pas le temps de l'expliquer ici, c'est très technique et c'est plus facile, je pense, à lire pour bien comprendre. Mais au final, ça permet, comme tu l'as dit, d'obtenir une RCE pré-haute sans aucune authentification ni secret qui doit être connu. Ok, trop bien. Alors j'ai vu rapidement aussi dans l'outil qu'il y avait deux modes. Il y avait un mode, donc comme tu l'as dit, sans clé, sans l'AppKey, et un mode où justement on a l'AppKey. C'est quoi un petit peu la différence? La différence, en fait, ça va être l'endroit où on envoie la payload. Puisque, en fait, dans le mode avec ou sans AppKey, la chaîne de gadget, elle reste la même. C'est l'endroit où on va l'envoyer qui va être différent. Typiquement, dans le mode sans clé, donc qui est le mode en fait qui exploite la CVE qu'on a reporte, on l'envoie dans le champ updates comme on a pu le voir précédemment. Mais dans le mode avec clé, en fait, on va directement l'envoyer dans la snapshot puisque, étant donné qu'on est en possession de l'AppKey, on a un moyen de calculer le bon checksum pour le serveur et du coup d'obtenir une exécution de commande. Vu qu'on exploite le mécanisme interne dont la manière de fonctionne LiveWire, cette vulnérabilité ne sera jamais patch puisque l'AppKey est censé rester secrète et les développeurs de LiveWire partent du principe que si l'AppKey de votre application a leak, c'est pas le plus gros problème du coup d'avoir LiveWire que vous puissiez avoir.
Et du coup, si on récap un petit peu au niveau du patch, je sais que la version corrigée date de juillet, mais du coup, vous avez publié l'article qu'en fin d'année. Il y a pas mal de personnes qui ont un peu rouspété parce que justement, c'était en décembre. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là, puisque normalement, ils avaient depuis juillet pour mettre à jour leur LiveWire. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner? Pour la partie reports, donc du coup avec Rémi, on l'a fait mi-juillet si je dis pas de bêtises. En gros, pour l'histoire, en fait, on a d'abord trouvé la version de l'exploit, il nous faut l'AppKey. Donc là, on la report au dev de LiveWire et c'est là où il nous a répondu que s'il faut avoir l'AppKey, c'est un risque acceptable, on va dire. Et en fait, avec Rémi, comme Rémi l'a rappelé, ça nous a pris 2 mois pour trouver ça. Donc du coup, on s'est dit que devait forcément pouvoir la passer en pré-haute et du coup, on a repassé du temps pour la claquer sans authentification et sans AppKey dans du coup le champ update. Et là pour le coup, quand on leur a report de cette manière-là, ils ont directement patché en moins d'un jour, puisque du coup c'était une CVE assez grave, puisque c'était sans authentification et sans AppKey. Et ils ont été assez réceptifs à la manière dont on l'avait exploité, etc. On avait bien check leur patch et pour le coup, il était bien fait en moins d'une journée. Donc là-dessus, vis-à-vis des développeurs, rien à dire. Concernant l'aspect comment se protéger de tout ça et se prémunir du bug, alors il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. Évidemment, si vous mettez à jour avec le patch, vous serez plus vulnérable après authentification. Mais comme on l'a souligné plusieurs fois déjà, si on est en possession de l'AppKey, on peut rejouer le bug. Là, un attaquant qui voudrait par exemple compromettre, la première chose qu'il va faire, vu que c'est une application qui est sous Laravel, c'est récupérer vos variables d'environnement. Dans ces secrets, il y a notamment l'AppKey, donc comme le montre Pierre en direct sur l'écran. Grâce à ça, en fait, vous allez voir si là Pierre envoie la requête, vous voyez qu'en fait vous êtes toujours vulnérable. Et si on regarde dans Burp, encore une fois, on va voir que le payload ne va pas passer au même endroit. Vous voyez qu'en fait, la payload est directement passée dans la snapshot. Et donc ça, en fait, c'est littéralement la manière dont fonctionne LiveWire. C'est intrinsèquement pas possible à patch sans modifier complètement la manière dont fonctionne LiveWire et la protection par checksum. Le bug est au cœur même du fonctionnement du framework LiveWire, donc ça ne sera pas patch. Ça signifie que à partir du moment où vous avez un file read, vous avez RCE pré-haute sur toutes les applications sous LiveWire. Et ça veut aussi dire que si vous avez été malheureusement compromis par BE-là, si vous n'avez pas rotate votre AppKey, peut-être que les attaquants vont revenir un peu plus tard. Donc, je vous encourage extrêmement fort à rotate l'AppKey. Laravel est le framework le plus utilisé au monde pour les développeurs PHP actuellement. Et il est très facile d'embarquer des plugins pour des applications Laravel. LiveWire est une des dépendances les plus utilisées. Donc, même si vous téléchargez un autre plugin, il est assez probable que quelque part dans ce plugin-là, LiveWire soit utilisé pour une fonctionnalité. Franchement, merci pour toutes ces infos. Ça donne pas mal d'infos sur la partie aussi bien offensive que défensive. Pour un dev, c'est trop cool. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. C'était trop cool. Écoutez, à la prochaine. Merci à toi, François. Merci beaucoup pour l'invitation, François. À une prochaine. React, Mongo, LiveWire, 3 piliers du web moderne qui s'effondrent en même temps. La leçon de cet hiver 2025, c'est que la complexité est notre pire ennemi. On empile des couches de magie l'une par-dessus l'autre, les serveurs components, l'hydratation automatique, la compression transparente, et on oublie de vérifier si les fondations tiennent le coup. Heureusement, bien sûr, les patchs sont sortis. Si vous gérez un serveur et que vous n'avez pas fait vos mises à jour depuis décembre, en vrai, arrêtez cette vidéo, allez directement patcher parce que c'est complètement obligatoire. Les humains ont beau avoir patché les failles, mais gardez bien en tête que des bots ici continuent de scanner le web H24 pour trouver de nouvelles vulnérabilités. La seule façon de lutter, c'est de comprendre comment ça marche vraiment. Ne soyez pas juste des utilisateurs de framework, soyez des ingénieurs. Et si tu veux comprendre le code avant qu'il ne te pète à la figure, j'ai une vidéo qui parle de l'audit de code pour trouver des 0 day. Donc je te mets ça juste ici. Et pour le reste, j'espère que la vidéo t'aura plu. C'était François, à la prochaine. Ciao.